Alors aujourd'hui, je suis venue à vous pour vous parler du poids du secret dans les générations, dans les différentes générations d'une famille. Très vaste sujet. On m'a donné 1 heure, c'est beaucoup et en même temps c'est très court. Donc je vais essayer en tous les cas d'être la plus concise possible. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en fin de parcours. Sans spoiler la fin, on va dire que ce qu'on cherche à faire à l'unité du psychotraumatisme, c'est d'accueillir les enfants, les adolescents, qu'ils soient victimes ou auteurs. J'y viendrai un petit peu plus dans le détail quand je présenterai l'unité. Mais c'est aussi tenter de proposer une guidance parentale pour aider les familles à se libérer du secret et aller, si possible, en fonction de leur temporalité, vers la transmission d'un secret, notamment le secret de l'inceste, et essayer d'en parler à leurs enfants pour que ces enfants puissent se construire sans avoir à porter la lourde charge que peut représenter un secret, notamment l'inceste. Alors je me suis inspirée, ma source c'est le site de l'Ipsos. Je vais revenir rapidement sur les chiffres parce que je trouve qu'ils sont quand même, alors déjà sous-estimés, mais quand même assez importants à nommer. Donc en 2009, on comptait 2 millions de Français et de Françaises qui déclaraient avoir été victimes d'inceste. Et nous sommes en 2023 à 7,4 millions qui déclarent avoir été victimes d'inceste. En 2023, 11% des Français et Françaises ont déjà été victimes de situations incestueuses, dont 65% des femmes et 35% des hommes. Alors ce chiffre est très certainement aussi sous-estimé puisqu'on sait combien il peut être difficile pour des jeunes garçons ou des hommes d'avoir à briser le tabou de l'inceste. On en a un petit peu parlé, les collègues de l'UAPED en ont un petit peu parlé. Il y a effectivement une libération de la parole par différentes formes de mouvements qu'on peut, je pense, qu'apprécier, mais en même temps prendre en compte le fait que ça ne fait pas tout. Mais j'avais en tous les cas envie de vous en parler. Donc le mouvement MeToo et MeToo Inceste, qui donne une tribune publique à toute personne ayant vécu des violences sexistes et sexuelles ou incestueuses. L'augmentation des campagnes de prévention à travers les médias. C'est vrai que maintenant, même en plein jour, on peut voir des petits spots publicitaires et qui passent à l'heure du quotidien pour les enfants. Là aussi, c'est important de pouvoir porter une parole et d'accompagner l'image avec une parole quand on est parent. Et puis, bien sûr, la prise de parole de personnages publics. Alors, j'ai cité Judith Godrèche, il y en a beaucoup d'autres dans le domaine du cinéma, et la publication d'ouvrages autobiographiques. Alors, depuis le temps que je devais lire la Familia Grande de Camille Kouchner, je l'ai lu dans le train pour m'imprégner aussi de ce que j'allais être et vous parler aujourd'hui. J'ai été frappée, en tous les cas, de la manière dont le secret met des années à éclater dans une famille. Et puis, on est là aussi, aujourd'hui ensemble, c'est la sensibilisation et la formation des professionnels de santé et de soins, et qu'il est très important de prendre en compte. Malheureusement, les budgets des hôpitaux ne le permettent pas toujours, mais il est vraiment important d'insister, de demander des formations quand on le peut. Alors, qu'est-ce qui peut freiner? Là, c'est vraiment une introduction, mais j'y viendrai plus en détail. Qu'est-ce qui peut freiner la parole des victimes et des familles? Ça a été dit aussi, vous avez évoqué l'effet d'une bombe. C'est souvent nommé par des termes tels que tsunami, cataclysme, une explosion familiale. Et ça peut faire peur, effectivement, pour les familles, d'avoir à poser une parole et d'avoir pour conséquence une rupture familiale qui arrive dans bien souvent des cas. C'est des menaces ou injonctions de silence qui peuvent être actives, donc l'auteur ou des faits peut avoir encore une emprise sur les victimes, et ça peut être aussi des injonctions passées, mais qui font encore effet dans le psychisme de la personne, de l'enfant, du parent. Ça peut être la crainte de créer une souffrance supplémentaire à ses proches. Ne pas parler, ça c'est une fausse croyance, mais ne pas parler, c'est pour éviter d'alourdir le psychisme de son enfant ou de son conjoint. Alors ça, c'est assez régulier quand on reçoit des enfants, et plus particulièrement des adolescents ou des jeunes mamans, c'est la peur de revivre le trauma. Alors parler,
c'est redire, c'est revivre. Ça, c'est vraiment vécu comme une énorme difficulté pour les victimes. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il y a une vingtaine d'années, on avait tendance à axer énormément nos interventions sur la parole de l'enfant, et vous verrez qu'on passe par bien d'autres pratiques et qu'on laisse le temps aux enfants de s'exprimer par d'autres médias que la parole. Ce qui est un peu plus différent, on va dire, que l'UAPED, mais on a des activités tout à fait complémentaires. D'autres freins à la parole, ça peut être la crainte de ne pas être cru, de ne pas être entendu à juste titre, à la hauteur de ses propos, la peur que ces propos soient minimisés ou banalisés. C'est la peur d'être confronté à des questions qui nous sembleraient incohérentes, des conceptions erronées de la part de personnes de l'entourage qui pourraient dire « Mais enfin, tu n'as pas cherché à te défendre, tu n'as pas osé dire non, tu n'as pas essayé de te protéger autrement, ou de nous en parler avant ?» Et ça a été dit, et c'est un triste constat, c'est le constat que la justice peine à reconnaître la crédibilité de la parole des victimes d'inceste. 3% des cas d'inceste aboutiraient à une condamnation. Et c'est là aussi, on propose des consultations et des temps pour les papas, les mamans qui sont en tous les cas sous le coup de l'émotion, juste après un procès, quand le procès ne donne pas forcément suite. Nous sommes là, l'unité du psychotraumatisme, pour contenir les émotions. Et pour finir, en ce qui concerne les freins à la parole, et là on va vraiment être dans le sujet aujourd'hui, c'est un climat familial qui ne facilite pas forcément l'expression de la parole, et ça c'est vraiment plus global. On est dans le cas de famille où il est difficile de parler de ses émotions. Donc, qu'est-ce qui peut aider à faciliter la parole d'un enfant ? Pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est un contexte familial qui favorise l'expression des émotions et des traumatismes de l'enfant, tout simplement. Et ça, on est là pour les accompagner aussi, les familles. C'est être sécure à l'intérieur de soi et c'est avoir l'assurance que même si on fait une révélation d'un inceste, tout ne va pas s'effondrer autour de soi. On peut être amené à revivre un domaine compliqué, mais tout ne va pas s'effondrer. Donc on est là aussi, dans ce sens, pour aider les familles à s'assurer qu'ils soient assez sécures pour parler. C'est être entouré par des personnes ressources, son conjoint, ses enfants, sa famille, des collègues, des amis proches. Et c'est évidemment, moi je le pense, bénéficier d'un espace de parole avec une psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute, une infirmière, un médecin, quelqu'un qui est formé au domaine de la victimologie. Ça, c'est très, très important, parce que j'étais frappée du chiffre. Quand on entend 6 professionnels qui peinent à entendre et qui peinent à signaler, je crois que là, on a encore beaucoup de progrès à faire et à travailler, d'où l'intérêt des formations. Alors rapidement, je vais essayer de suivre ce plan, c'est d'abord vous parler de la notion de secret. On va aborder quelques notions théoriques, mais qui sont tout à fait abordables et accessibles, et que j'ai pu redécouvrir aussi en préparant cette intervention, où on parlera notamment de la transmission transgénérationnelle. Je viendrai un peu plus dans le détail sur la question de l'inceste qui est évoquée comme traumatisme complexe. Quelles sont les conséquences pour le sujet et quel est l'impact sur ses relations avec ses pairs, avec ses copains, la famille, avec les adultes, et puis le travail avec le psy. Et puis je finirai par vous présenter le travail à l'unité du psychotraumatisme, et puis je vous présenterai un cas clinique d'une jeune fille qui s'appelle Dorine et que j'ai suivie il y a déjà 17 ans, au tout début de ma pratique. Alors pour revenir un petit peu sur les origines du secret, je trouvais que c'était intéressant de le noter parce que secretum signifie écarté de et solitude. Donc on voit déjà bien comment, quand on est dans un secret, on se retrouve rapidement dans un isolement social, psychologique et émotionnel qui est difficile à gérer. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Serge Tisseron, qui est très accessible aussi à la lecture. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas, et qui évoque le secret qui se forme avec 3 éléments qui se réunissent, qui se complètent. Il faut qu'il y ait un fait douloureux ou traumatique qui soit présent dans l'histoire familiale.
Alors, c'est pas forcément trauma, mais ça peut être un fait douloureux, indicible. Que quelque chose qu'il est interdit de connaître, de savoir, ça signifie que le parent, de manière informelle, de manière implicite, ne va pas donner l'accès au savoir à son enfant. L'enfant va être interdit de savoir, interdit de connaître. C'est un interdit implicite. Les choses ne sont pas formellement dites, mais l'enfant sent qu'il ne peut pas aller sur ce terrain-là. Et puis, il faut qu'il y ait un non-dit ou un récit édulcoré, erroné, quelque chose de la réalité qui a été réarrangé. On pourrait presque appeler ça un mensonge, mais pas toujours. Voilà, c'est un récit qui a été modifié. Alors j'avais envie, vu que j'ai aussi fait ma valise avant de venir jusqu'à vous, j'avais envie de vous dire un petit peu, de vous parler du secret comme une notion de voyage à travers le temps, à travers les générations. Alors, quelle destination va prendre le secret? C'est une destination tout à fait particulière. C'est celle d'une transmission qui ne va que dans un sens, des ascendants vers les descendants. C'est la transmission transgénérationnelle et c'est ce qui la différencie de la transmission qu'on appelle la transmission intergénérationnelle, où là, pour le coup, les flèches sont réciproques dans les deux sens. Il y a des informations qui peuvent remonter jusqu'aux anciens. Là, on est vraiment dans un seul sens de direction. Alors, qu'est-ce que je mets dans mon bagage? Qu'est-ce que je mets consciemment dans ma valise pour construire ma vie? Eh bien, je vais mettre des choses que j'ai envie de mettre. Et puis, s'il y a des choses qui m'ont été transmises, comme des petits cadeaux que j'aurais reçus de la part de la famille, des cadeaux qui me plaisent, je vais peut-être les mettre. D'autres cadeaux qui ne me plaisent pas, je vais les mettre quand même si c'est un peu lourd à porter. Donc, on peut imaginer et métaphoriser les choses en s'imaginant que dans cette valise, on va y mettre des données qu'on connaît, et puis des données aussi qu'on ne connaît pas, j'y viens. C'est ce que j'ai appelé le bagage en soute, ou le legs inconscient. Effectivement, on peut imaginer qu'une personne de la famille, sans qu'on s'en rende compte, a mis quelque chose d'assez lourd dans une poche cachée dans notre valise. Elle est lourde à porter. On ne sait pas ce qui fait que cette valise est lourde, mais on doit la porter quand même. Donc, les éléments peuvent nous être transmis par une partie de la famille, et notamment les ascendants, sans qu'on en ait forcément connaissance ou conscience. C'est ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle. Donc, elle est toujours inconsciente. Ça, c'est important, j'insiste un petit peu parce que souvent, quand je reçois les étudiantes en stage ou à l'université, je donne des cours, on me dit, mais enfin, comment les familles font pour transmettre ce genre d'éléments? Non, ça reste inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas fait de manière intentionnelle. Et elle n'est pas parlée, donc ce qui est transmis n'est pas forcément parlé. Et c'est là aussi pourquoi on verra comment le récit peut améliorer les choses et éviter le processus de répétition. Alors je suis repartie sur des métaphores, je suis assez fan de métaphores parce que je trouve, vous verrez vous aussi dans votre pratique, je pense que vous vous en inspirez beaucoup, les images, les petites histoires, elles peuvent tout à fait être pertinentes pour nos familles et je trouve que ça parle bien et ça vient bien éclairer ce dont on a à faire avec nos patients et nos patientes. Donc je vais vous raconter l'histoire du bateau qui tente d'arriver à bon port mais pas toujours de manière très facile. Donc le trauma suit une traversée à sens unique, comme un vaisseau fantôme, comportant dans ses cabines de nombreux souvenirs douloureux, indicibles, parfois honteux. La traversée ne se fait pas sans mal, sans vagues et sans reflux. Oui, il y a du mouvement. Et lorsque le bateau arrive au port et que les marchandises sont achalandées en direction des héritiers, certaines caisses demeurent soudées et bien hermétiques, mais tout aussi lourdes à porter. Effectivement, on récupère à nouveau des bagages assez lourds à porter, mais on ne peut pas les ouvrir. Et c'est ce qui crée aussi beaucoup de zones d'ombre chez le sujet. Une autre métaphore qui a été reprise dans un podcast que je vous invite aussi à écouter, qui est très intéressant. C'est un podcast que j'ai trouvé donc sur France Inter, Radio France, Les secrets de famille, grand bien vous fasse, où c'est Yvonne Poncet-Bonisol qui parle du secret comme un fantôme qui habiterait au sous-sol. C'est-à-dire que
nous serions tranquillement installés dans notre canapé, sans forcément prendre conscience de ce qui se passe juste en dessous de chez nous. Et puis, au sous-sol, on entendrait un fantôme qui viendrait nous susurrer quelque chose d'assez flou. On n'en comprendrait pas vraiment les contours, mais en tous les cas, ça pourrait occasionner une gêne. Cette notion a été notamment mise à jour et puis théorisée par Abraham et Torok en 1978, donc ça ne date pas d'hier, mais c'est en tous les cas une notion importante, c'est la notion de crypte. Donc on sait qu'effectivement des images ou des pensées peuvent être transmises dans le psychisme de la personne, et quand il s'agit de traumatisme, elles vont venir s'inscrire de manière encapsulée dans une certaine partie qui ne sera pas forcément accessible. Et c'est ce qu'on appelle le processus de dissociation psychique. Donc le secret non intégré, donc celui qui est encapsulé dans une partie du psychisme, ne va pas être complètement encapsulé, il va en quelque sorte déteindre, à la manière d'un décalcomanie, sur la descendance, et notamment, et ça on va le voir, par des comportements ou des attitudes qui vont paraître étranges pour l'entourage. Je vais y venir un petit peu plus dans le détail. Le parent se retrouve porteur de la crypte et la descendance porteuse du fantôme de cette crypte, dont les contours sont flous. Donc, comme je vous l'expliquais, le secret ne va pas rester complètement cicatrisé, la cicatrice va s'ouvrir, il va y avoir une sorte de suintement du secret, quelque chose qui va nous apparaître comme étrange, énigmatique, sans qu'on sache réellement d'où ça vient. Donc j'ai choisi de mettre un petit pictogramme où on voit 3 générations, il y a papy, il y a mamie, papa, maman, et puis la petite fille au milieu, donc c'est un repas de famille. Et puis c'est bizarre parce que ce repas de famille, et comme pratiquement tous les dimanches, quand on parle de tonton, papa il commence à faire une drôle de tête, papy se met très en colère, et mamie se met à pleurer. Et puis chaque fois que la petite fille elle pose des questions, soit effectivement on observe des comportements de gêne, des rires gênés, peut-être même des réactions émotionnelles fortes, ou un évitement de la situation. Et au fur et à mesure, on se rend compte que la petite fille va reposer des questions. Alors ça arrive notamment chez les plus jeunes. Il va y avoir en tous les cas un questionnement incessant qui va à un moment donné aussi s'arrêter parce qu'il n'y aura pas de réponse en face. Et puis aussi, une deuxième type de réaction, ça va être de l'isolement et de la culpabilité. À force de ne pas avoir de réponse, malgré les réactions émotionnelles des adultes, l'enfant peut se mettre à douter, à se culpabiliser. Alors, je suis partie de ce qu'on appelle une situation complexe. C'est la situation dans laquelle un parent a vécu un traumatisme et dont il ne peut pas parler à son enfant. Ça va créer un certain vide, de l'angoisse, de la perplexité, aussi bien, j'imagine, pour le parent que pour les enfants. Il va y avoir un sentiment de vide qui va être très compliqué à gérer, finalement, pour plusieurs générations. Plus l'enfant est jeune, puisqu'on parle de notion d'égocentrisme, plus l'enfant est jeune, plus il va s'imaginer être le ou la responsable des émotions de papa et de maman et de papy et mamie, comme on l'a vu sur le pictogramme avant. L'enfant va s'attribuer la responsabilité des émotions de ses parents ou grands-parents. Il va penser qu'il a mal fait quelque chose. Et puis, là aussi c'est important, l'enfant, il peut être amené à recréer une histoire, à tenter en fait une explication en recréant un scénario. Donc, en essayant d'imaginer une explication aux réactions émotionnelles des adultes. Et souvent, ce scénario, il est assez dramatique et loin de la réalité. Et il va à nouveau penser qu'il est responsable des émotions négatives de son entourage. Donc, à un moment donné, il aura moins envie de poser de questions. À l'adolescence, c'est un peu différent. Il va y avoir un isolement, un vécu de culpabilité peut-être plus important, moins de facilité à reposer les mêmes questions, et notamment, nous le verrons, des tentatives de recherche de sens par des passages à l'acte, des agirs, des comportements qui peuvent être des prises de risque, des symptômes, des mises en danger, des passages à l'acte. Donc ça va être à nouveau des symptômes qui vont être, des agirs qui vont être inconscients, mais ça va être toujours
pour tenter de mettre du sens à une situation qui n'apparaît pas comme claire. Alors j'ai vraiment noté 2 types de réactions, mais on pourrait voir les choses de manière beaucoup plus globale. Alors l'impact, quel est l'impact du secret sur les enfants et les adolescents? On va trouver 2 types d'impact. C'est l'impact psychique et l'impact somatopsychique. Pour l'impact psychique, on va trouver un mal-être, une lourdeur, des sensations corporelles inexpliquées. Il y a certains enfants qui portent en fait des symptômes qui ressemblent aux symptômes du parent qui capture le secret et il ne sait pas pourquoi. Voilà, des sensations étranges, quelque chose de vous verrez, j'ai pris le terme énigmatique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais quelque chose de mystérieux, de bizarre. Et puis l'impact somatopsychique, ce sont les symptômes physiques. Je ne pouvais pas vous faire la liste parce qu'ils peuvent être extrêmement divers et variés. Des actes manqués et des comportements sexualisés. Alors ça, je rejoins aussi ce qui a pu être dit et puis le travail qui est fait au CRIAFS. Nous-mêmes à Besançon, vous le verrez, on travaille et avec le CRP et avec le CRIAFS. Et donc au CRIAFS, j'ai 2 collègues, un médecin et une psychologue, qui ont créé une cellule d'évaluation pour les comportements sexuels problématiques. Voilà. Et donc là, on voit, ça c'était une évidence, on l'avait pas anticipé, mais c'était une évidence, que la plupart des situations de comportements sexuels problématiques sont liées à un secret ou un trauma familial. Donc, comme je vous l'ai dit, l'enfant va s'imaginer, se mettre au cœur de la situation, il va s'imaginer qu'il a mal fait quelque chose, il va s'attribuer, en quelque sorte, la responsabilité du mal-être familial. Il y a quelques années, je pense que vous l'avez lu, alors c'est un roman, je le trouve passionnant, et un film, ça a été mis à l'écran, c'est Un secret de Grimbert, c'est un récit autobiographique. Le livre commence avec ce petit garçon qui a l'impression d'avoir un compagnon fantôme à côté de lui, et puis il y a en tous les cas toute une réflexion, un écho qui fait sens pour la génération du dessus. Je ne vous raconte pas l'histoire, vous le lirez, je trouve qu'il est assez pertinent. Donc pour Grimbert, pour créer un secret, et pour constater ce secret, on va remarquer une somatisation, donc des manifestations physiques et des symptômes. Et puis, c'est là un peu aussi ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le risque de répétition. Ce qui ne peut se dire va alors passer sur une sphère de l'acte, du comportement, de l'agir. La mise en acte, elle va être à nouveau, j'insiste, mais inconsciente. Les enfants ne le font pas exprès, mais il va y avoir cette mise en acte pour tenter de mettre du sens et d'exprimer de manière inconsciente un trauma qui a été vécu dans une génération précédente. Et puis, notion que je trouve qu'on n'explore peut-être pas assez, en tous les cas je parle pour moi, j'ai redécouvert là aussi ce 3e point qui est l'inhibition scolaire, et c'est Grimbert qui en parle, de la manière dont l'enfant ne s'autorise pas à investir la sphère scolaire, il va s'empêcher de connaître et de savoir, parce que dans la famille, j'ai pas le droit de savoir. Donc quand je pose des questions et qu'on ne répond pas, j'ai pas le droit de savoir, donc à l'école, donc j'ai pas le droit de savoir. Donc on est vraiment sur une notion inconsciente à nouveau. Je trouve ce 3e point extrêmement intéressant et qu'on n'y pense pas toujours en tant que professionnel. Voilà, donc alors ça c'est une très jolie phrase qu'on a plaisir à lire. Je pense qu'elle n'est pas aussi simple, mais on aimerait. La parole soigne et libérer la parole peut guérir et sauver. Alors ça c'était important et je pense notamment à la fonction du centre du psychotrauma que nous abritons, le CRP, à l'unité du psychotraumatisme. C'est très important de pouvoir rappeler un peu les bases. Et c'est vrai que l'inceste est considéré comme un trauma complexe, on va y venir. Donc pour rappel, le trauma, c'est vraiment une rupture de la continuité, physique et psychique. Un psychotraumatisme peut survenir des suites d'une exposition à une situation de violence majeure, extrême, soudaine, et qui est notamment une confrontation à la mort. C'est-à-dire que pour nous, à l'unité du psychotraumatisme, les victimes, notamment adolescentes, peuvent dire « j'ai cru mourir ». Mon corps s'est détaché, mon esprit s'est détaché de mon corps et j'ai cru que j'allais y passer.
s'agit donc d'une vraie rupture de la continuité physique et psychique. Deux notions à prendre en compte, j'espère que ce n'est pas trop théorique, mais c'était peut-être important de faire la différence entre trauma simple et trauma complexe. Le trauma simple, pour résumer les choses, c'est quand il y a une confrontation unique et isolée dans le temps. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous faire toute la liste parce que ça peut concerner aussi bien un accident de voiture, un braquage, une prise d'otage. Donc, on est sur un trauma qu'on appelle trauma simplex. Et à l'inverse, le trauma complexe peut être considéré comme l'accumulation ou le cumul de différents événements traumatiques, mais aussi l'inceste qui est considéré comme trauma complexe parce qu'il est vécu sur plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça vient s'installer dans le temps, il y a une persévérance. Donc là c'est important, on ne le sait pas toujours, mais l'inceste est considéré comme un trauma complexe. Et tout ça pour vous dire que c'est bien compliqué parce que les symptômes vont malheureusement persévérer de manière plus longue que pour un trauma simple. Alors il y a trois notions qui vont venir s'articuler autour du syndrome de stress post-traumatique. On va avoir des reviviscences. Les reviviscences, c'est ce qui permet en tous les cas d'avoir accès malheureusement malgré soi à des images. Donc la personne va être confrontée à des intrusions qui peuvent arriver sous forme d'images, de sensations, des cauchemars. Alors la liste n'est pas exhaustive, ça peut être des cauchemars et effectivement des réveils nocturnes avec des terreurs nocturnes, et puis notamment des flashbacks. Donc les flashbacks, à l'inverse des souvenirs intrusifs, les flashbacks ce sont des images qui s'imposent à vous au moment où vous n'en avez pas du tout envie. Donc pour un adulte, ça peut être à la pause avec les collègues, pour un enfant, ça peut être en plein milieu d'un cours. Ça vient générer des émotions très fortes. Et ces émotions ne sont pas toujours entendues par l'entourage, on verra. La deuxième notion, c'est la notion d'évitement. Je dirais que c'est une des notions les plus handicapantes pour les victimes d'agressions sexuelles, puisqu'elles vont inconsciemment, et puis parfois consciemment, mais vouloir se protéger. Elles n'ont pas envie d'être intrusées par certains sentiments qu'elles auraient déjà vécus auparavant. Donc l'évitement, ça va être l'évitement de ressentir, éviter certaines personnes. Je pense à beaucoup de jeunes filles qui, dans la rue, ont besoin de s'accompagner d'un copain, d'une copine, parce que dès qu'elles voient, par exemple, un homme de 20 ans, si l'auteur a été un homme de 20 ans, elles vont être en état de stress profond. C'est éviter certains lieux. Donc là, on a beaucoup de personnes qui évitent les lieux collectifs, ou les transports en commun, parce qu'il y a une proximité physique qui est très difficilement gérable. Et puis, c'est éviter certaines activités, certains aliments, certains types de musique. Et puis, un évitement de la sexualité, et pour les plus jeunes, je dirais un évitement de la relation, des affects, un évitement de tout ce qui peut concerner le lien à l'autre. Le troisième point, c'est l'état d'insécurité profonde. On a, en tous les cas, pu constater que c'était des personnes ou des enfants qui pouvaient se retrouver rapidement dans un sentiment de menace, donc une insécurité assez profonde avec une hypervigilance, une manière de réagir qui est que l'attention ne se pose jamais. Ce sont des enfants qui sont très, des oreilles, elles traînent partout. Ce sont des enfants qui ont des antennes et qui ont du mal à se poser. Avec également, un défaut de concentration et d'attention et une irritabilité qui va venir augmenter. Donc ça, c'est problématique pour les enfants qui vont à l'école et qui ont besoin d'investir la sphère scolaire. Alors, qu'est-ce qui peut déclencher à nouveau un syndrome de stress post-traumatique? Eh bien, ça peut être un déclencheur externe, un bruit, une musique, une situation peut malheureusement replonger le patient ou la patiente dans un état de stress et dans un état traumatique. Et là aussi, c'était important de pouvoir vous nommer les choses en termes, je dirais, médical. Il va y avoir une décharge d'adrénaline et de cortisol, que sont les hormones du stress et de la peur. Et le cortisol, hormone du stress, il est assez difficile
d'être dilué. Alors, je pense que les médecins en parleraient bien mieux que moi, hein, mais il a une persistance dans le corps, il a une persistance qui fait que même dans le temps présent, vous pouvez expliquer de manière rationnelle à une victime que dans le temps présent, elle est en sécurité, son corps lui fait croire qu'elle ne l'est pas. Et puis les déclencheurs internes, ça va être un certain type de sensation, d'émotion, une impression. Il va y avoir une montée émotionnelle d'une sensation qui aurait déjà été vécue lors du trauma. Si cette sensation démarre de la même manière, la sensation va être vécue comme traumatique, alors que là aussi, pour nous d'extérieur, on pourrait dire qu'elle est détachée du trauma, mais pour la patiente ou le patient, cela ne se réalise pas de cette manière-là. Donc ils vont avoir aussi, parce qu'on a aussi des jeunes garçons qui sont victimes d'agressions sexuelles, des reviviscences et puis des réactions qui sont très en lien avec les 3 types de réactions que les victimes peuvent déclencher face à un danger. Alors je les ai rappelés ici, vous les connaissez très certainement. Il y a la notion de flight, de fuite, d'évitement, la notion de fight, de combat, et la notion de freeze qu'on retrouve assez régulièrement, qui est une forme de paralysie et de tétanie qui empêche les victimes de réagir. Donc dans le groupe que nous animons cette année avec mes collègues, on travaille sur différentes méthodes qui permettent d'appréhender les émotions et les sensations corporelles. Alors on va constater, pour les enfants, les jeunes femmes, les garçons qui ont été victimes d'agressions sexuelles, une dysrégulation émotionnelle importante. La dysrégulation émotionnelle, c'est lorsque les réactions émotionnelles de la personne ne sont pas forcément en phase avec ce qu'elle souhaiterait ou avec la situation extérieure qui est vécue. Donc la personne, bien évidemment, en est souvent consciente. Elle sent bien le regard des autres qui est posé sur elle, elle sent que ses réactions ne sont pas adaptées, et c'est ce qui crée énormément de souffrance. Donc la personne qui se retrouve dans cette situation va ressentir ou peut ressentir honte et tristesse, avec un isolement et un évitement des relations sociales, de la colère contre soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, que je retrouve beaucoup. C'est vraiment zéro indulgence, elle se culpabilise tout le temps, elle se responsabilise tout le temps de tout. Et un dégoût de soi, avec une estime de soi très altérée. Pour nous, donc à l'unité du psychotraumatisme, on est unité de soins, on va tenter de travailler sur la conscience de soi dans le présent et assurer aux patients un climat thérapeutique sécure. Donc vous verrez, ça passe aussi bien par la décoration, je rebondis sur ce que vous disiez à l'UAPED, qui est un service coloré. Nous, on a une super infirmière qui adore la déco. C'est son truc et ça apporte une vie, en tous les cas, une pulsion de vie qui est vraiment à prendre en compte dans notre unité. Et puis, nous avons aménagé des salles spécifiquement pour l'accueil des enfants et des adolescents. Là, je passe un petit peu rapidement. C'est vraiment la manière dont les personnes, l'entourage, vont réagir de manière, alors sans le vouloir, mais elles vont être dans le jugement, la stigmatisation, parce qu'elles vont être étonnées. Même certains parents qui disent « mais enfin, c'était il y a 10 ans, là maintenant, elle devrait quand même pouvoir réagir autrement, on n'arrive pas à passer le cap, c'est difficile ». Donc là, on est là aussi pour accompagner les parents sans jugement, contenir vraiment ce qu'ils ont à nous dire et leur expliquer pourquoi certaines situations extérieures, comme on vient de le voir, peuvent réactiver le trauma sans qu'on s'en rende compte. Alors, on est là pour parler de l'inceste, et l'inceste, c'est la manière dont un proche, dont une personne de confiance, a abusé, a agressé sexuellement le corps et le psychisme de l'enfant. À la base, la personne qui est la figure d'attachement, elle est censée éduquer, protéger, prendre soin et apporter un environnement sécure à son enfant. Donc là, on voit comment l'enfant, logiquement, devrait pouvoir s'appuyer sur cette personne d'étayage, une personne de confiance. Alors l'inceste, qui crée autant d'intrusions et d'effractions pour l'enfant, va générer, globalement, là c'est vraiment pas exhaustif, mais une perte de confiance en l'adulte, un évitement relationnel de l'adulte, et une perte d'estime de soi et de sa qualité de sujet. Et c'est ce qu'on va tenter de travailler. Alors, perte de confiance en l'adulte, ça, c'est important pour nous, professionnels, de nous le dire aussi, et aussi pour les parents qui sont là aujourd'hui avec nous pour cette journée.
c'est vraiment prendre en compte le fait que pour un enfant qui a été agressé sexuellement ou incesté par un adulte, face à un personnage, une personne adulte qui a les mêmes notions d'âge ou de ressemblance, il peut y avoir effectivement une réactivation traumatique qui est vraiment à prendre en compte. À l'unité, nous avons aussi des patients, des patientes. On a un seul homme dans l'équipe, mais qui, par exemple, ne souhaite pas forcément continuer avec lui et qui préfère une thérapeute femme. Donc là aussi, on s'adapte aux demandes. Voilà l'unité du psychotraumatisme, qui est une unité donc de soins. On dépend de l'intersecteur de pédopsychiatrie de Novillard, c'est près de Besançon. On reçoit des enfants, des adolescents qui sont victimes de trauma, puisque c'est psychotraumatisme, donc c'est assez global. Nous recevons des enfants victimes de violences conjugales, des enfants victimes d'agressions sexuelles et de faits de maltraitance, qui ont pu vivre également des traumas de guerre. Donc là, c'est une activité qu'on a démarrée depuis moins d'une année. Et puis on reçoit aussi, sur le versant agressologie, des auteurs mineurs qui ont pu, en tous les cas, faire des passages à l'acte sexuel, notamment en intra- et en extra-familial. Et donc là, par rapport aux CRIAFS de Montpellier, nous les recevons de l'âge de 12 à 18 ans. Donc là aussi, on les reçoit sur une journée spécifique qu'est le mardi. On ne reçoit que les auteurs mineurs. Et sur le reste de la semaine, nous recevons les enfants victimes et les parents. On peut aussi proposer aux parents un soutien psychologique. Nous travaillons en étroite collaboration, puisque nous sommes dans les mêmes locaux, avec le CRP, qui est le Centre régional du psychotrauma, qui assure la fonction ressources auprès des partenaires en lien avec les victimes. Donc là, nous avons un médecin psychiatre qui également a été médecin légiste et qui travaille avec une psychologue. Et nous travaillons également avec le CRIAFS mineur, qui est le centre ressources et d'information sur les auteurs de violences sexuelles. Donc, il travaille aussi en tant que fonction ressources avec tous les partenaires qui prennent en charge les auteurs mineurs. Et nous travaillons en étroite collaboration avec la police, l'UAPED, la protection judiciaire de la jeunesse, les médecins de secteur et puis aussi l'ASE. Voilà. Nos partenaires privilégiés, j'en oublie certainement, mais c'est globalement notre activité, elle est aussi de rayonner sur toute la Franche-Comté, puisque l'unité du psychotraumatisme, elle n'est pas sectorisée au département du Doubs, le 25, elle va se déployer sur toute la Franche-Comté. On a beaucoup de travail, beaucoup de demandes. Alors on est composé, on est une équipe pluridisciplinaire, moi je voulais vraiment citer tout le monde. Voilà, nous sommes composés d'infirmières, d'éducateurs, de psychologues, de pédopsychiatres, de psychiatres, bientôt une psychomotricienne, donc ça c'est un atout majeur pour nous, et puis également d'un cadre infirmier, d'une secrétaire. Donc là, on peut aussi remercier la secrétaire parce qu'elle fait un travail. Elle fait un travail autour de la requête et puis des demandes des familles. Il y a un souci, je ne l'avais pas vu. Alors les petites poupées russes, parce que je suis formée au Lifespan Integration, l'intégration du cycle de vie, qui est une pratique dérivée de l'EMDR et qui permet d'aider le patient à rétablir l'attachement, à traiter le trauma et la dissociation. Donc on a beaucoup d'options théoriques à l'unité du psychotraumatisme, notamment la systémie, les travaux en psychologie, en psychothérapie sensorimotrice de Pat Ogden, qui est américaine, qui vient du Colorado. Donc ça, c'est assez intéressant à travailler, c'est notamment décoder les postures des enfants et le non-verbal. Et puis, voilà, les notions autour du TRE, qui est une pratique psychocorporelle très intéressante qu'une collègue de psychologue développe là en ce moment. Voilà Pipouette, qui est notre cothérapeute. J'avais oublié de vous la présenter dans l'équipe. C'est une petite marionnette qui a plusieurs visages émotionnels et par laquelle on va passer pour aider les enfants à s'exprimer. Donc on va énormément passer par les Playmobil, le jeu, ça peut être également le ballon. Donc on a notre salle cocooning dans laquelle les enfants peuvent s'allonger. Ils peuvent même nous parler à travers le Tipeee si c'est plus facile pour eux de ne pas être en face à face avec l'adulte. Donc Pipouette nous aide énormément, et notamment avec les plus jeunes. Et voilà, je vous invite à la découvrir. Elle fait des miracles parfois là où nous, on n'y arrive pas avec la parole.
Donc je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer vraiment d'aller vite. On travaille beaucoup avec le génogramme, avec les familles. On propose vraiment une élaboration autour du génogramme pour tenter d'identifier les répétitions transgénérationnelles, les notions de secret. Et puis également en équipe, ça nous donne une lecture très précise du fonctionnement familial et ça nous permet d'élaborer des pistes de travail avec les collègues. Bon, je vais passer assez vite, là c'est les préconisations qu'on pourrait en tous les cas donner pour travailler avec les parents. Le silence est fixateur de trauma et motivateur de répétition, ça nous en avons un petit peu parlé. Donc avec les parents, on souhaite proposer un climat sécure, l'accompagner vers une communication à son enfant et pour ça, nous aussi, nous avons pris la décision de les recevoir seuls dans un premier temps pour, entre guillemets, préserver l'enfant des réactions émotionnelles fortes que les parents peuvent avoir. N'oublions pas que les parents peuvent avoir vécu du trauma sexuel. Donc on est là pour les accueillir dans un premier temps seuls et ensuite avec l'enfant. Et on pratique vraiment de la même manière que vous à l'UAPEL, d'expliquer à l'enfant pourquoi il est là, pourquoi il pense qu'il est avec nous. On va vraiment poser des questions assez précises, sans être dans l'évaluation, mais en tous les cas dans un accueil le plus éclairé possible pour ces enfants et ces jeunes filles et garçons. Alors, tenter de faire parler les familles, ça prend beaucoup de temps, il faut les convaincre. C'est pas toujours simple, mais en tous les cas, avec le temps et en expliquant que le secret peut générer des répétitions transgénérationnelles, c'est un assez bon argument pour eux, et de comprendre ensuite que, en prenant parole, en transmettant des éléments de son histoire à soi, eh bien, on peut aider les enfants à se décharger de ce poids du secret. Voilà, je vous ai fait une diapo récapitulative. J'aime pas trop mettre en opposition les choses, mais c'est un peu le cas là quand même, où on voit globalement que la non-transmission, si on ne transmet pas un secret, si on reste dans le secret, on risque de majorer les symptômes et le processus de répétition transgénérationnelle. Et qu'en transmettant des éléments de son histoire, ou l'histoire de mamie, là on va y venir, je vais essayer d'aller assez vite sur le cas clinique, on va tenter de diminuer les symptômes chez l'enfant et notamment le processus de répétition. Donc heureusement qu'on n'a plus les codes barres, comme ça vous avez le génogramme vraiment au complet. Voici le génogramme de Dorine, qui est une patiente que j'ai reçue il y a 17 ans et qui avait 13 ans. Pour préciser les choses, quand je reçois Dorine, je n'ai qu'une seule flèche, c'est celle qui va du père de Dorine à elle. Je n'avais uniquement notion au départ donc de l'inceste du père sur sa fille. Nous n'avions pas notion des flèches qui avaient été, des abus sexuels et incestes qui avaient été produits sur sa mère et sa grand-mère. Alors pour être au plus proche du travail que j'ai fait avec Dorine, je vais vous présenter la situation. Donc Dorine en séance avait commencé par dire les choses par « je rêve d'une autre famille que la mienne ». Elle avait subi des faits incestueux à plusieurs reprises par son père au début de la puberté, vers l'âge de 10-11 ans, lors d'un droit de visite et d'hébergement, ses parents étant séparés. Elle avait pu révéler les faits à sa mère, laquelle avait contacté le père de Dorine pour avoir des explications. Le père avait minimisé les faits, réarrangé la réalité et s'était complètement évaporé de la situation familiale. La mère de Dorine avait finalement déposé plainte contre le père de sa fille pour ces faits d'inceste. Dorine avait été auditionnée et c'est dans ce cadre-là qu'on la reçoit, post-audition, à l'unité du psychotraumatisme. Lors de son suivi, qui a duré 1 année, Dorine a pu évoquer les réactions de sa mère ou de sa grand-mère, donc la grand-mère maternelle, qu'elle jugeait inadaptées et parfois excessives envers elle. Elle cheminait sur sa propre trajectoire, mais semblait avoir des difficultés à ne pas se mettre en danger, et notamment en danger avec les garçons. Cette jeune fille du haut de ses 13 ans était perçue par sa mère comme une allumeuse, incapable d'entrer en relation avec les garçons ou les hommes, sans passer par la séduction, disait-elle. Lors des premières séances avec elle, je devais en quelque sorte me recentrer, réobjectiver ma pensée pour ne pas me laisser parasiter par le discours maternel. C'est là aussi tout l'intérêt de travailler en binôme. Moi, je recevais Dorine et une de mes collègues éducatrices recevait la maman.
Ce discours centré sur la connotation sexuelle de ses attitudes non verbales et de ses postures était le regard d'une mère qui avait lui-même été influencée par l'inceste. Donc là, on peut voir que la mère de Dorine, elle avait été incestée par son beau-père, le compagnon de sa mère, et que la grand-mère, elle-même, avait été incestée par 2 hommes de la famille. Ça a été, en tous les cas, nommé comme ça par la maman de Dorine. Dorine n'avait aucune connaissance des faits d'inceste qu'avaient subis sa mère et sa grand-mère. Mais il nous semblait important de considérer les prises de risque de cette adolescente comme des agirs qui venaient briser le silence du secret. La fonction principale des symptômes, des comportements ou encore des passages à l'acte exprimés par les enfants ou les adolescents dans ces situations de secret, de non-dit, c'est de permettre au secret de s'exprimer. Ça s'exprime par les actes et par les agirs. C'est Florence Calicis qui dit « Le symptôme de l'enfant agit comme révélateur du traumatisme enfoui de son parent. Ainsi, par le biais de son comportement symptomatique, l'enfant communique quelque chose de sa souffrance à lui, mais aussi, très souvent, de la souffrance plus ou moins enfouie d'un membre de la famille. » Pour briser les fausses croyances de Dorine, et notamment effacer son sentiment de culpabilité, puisqu'elle pouvait dire « ma mère, elle dit que c'est moi qui provoque ça avec les hommes », il nous fallait envisager une clinique transgénérationnelle. Il fallait qu'on aille creuser un peu dans les strates générationnelles. Nous n'avons pas pu accéder à la grand-mère, mais nous avons reçu la mère de Dorine. La mère de Dorine a pu bénéficier de quelques séances avec ma collègue éducatrice, et ainsi, grâce à ce temps avec ma collègue, elle avait pu, au fur et à mesure, comprendre que les femmes de cette famille étaient identifiées comme des séductrices qui venaient exciter les hommes et qu'il était presque une fatalité pour elles de rencontrer des hommes qui transgresseraient l'interdit de l'inceste. C'est comme ça qu'elle avait eu cette lecture de ce qu'étaient les femmes dans cette famille, puis c'est ce qui lui avait été dit par sa propre mère. Elle avait elle-même donc été jugée ou identifiée par sa propre mère comme une séductrice, une allumeuse, et madame n'avait pas été reconnue comme victime. Elle avait pu parler de ce qu'elle avait vécu, mais sa maman ne l'avait pas entendue, la grand-mère maternelle ne l'avait pas reconnue comme victime. À la suite d'un travail thérapeutique et de communication avec la maman, elle a pu transmettre à Dorine, lors d'un entretien mère-fille, donc quand c'est comme ça, le binôme se recrée, se reforme, et on fait ensemble l'entretien, les éléments de son histoire personnelle, et elle a également transmis à Dorine les éléments de l'histoire de la grand-mère maternelle. Donc Dorine, elle a découvert l'effet d'inceste qui était sur différentes générations. Et la révélation du secret familial traumatique à Dorine, ça a mis une année quand même, a permis une mise en sens de tout ce qui avait pu lui apparaître comme énigmatique au sein de sa propre famille. Il y a une sensation d'étrangeté, un truc bizarre. Quel a été l'effet de la parole sur Dorine? Alors ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Eh bien, pour Dorine, ce fut une véritable prise de conscience pour soi, une volonté de changer la trajectoire et de couper le cycle des répétitions. Donc c'est après cet entretien mère-fille où elle apprend l'inceste transgénérationnel que Dorine va venir elle-même compléter les flèches que vous voyez. Donc c'est elle-même qui décide d'inscrire dans l'histoire familiale l'inceste transgénérationnel suite au travail que nous avons pu réaliser. C'était évident que pour Dorine, elle ne pouvait plus agir sur le passé, on ne peut pas refaire ce qui a été fait, ni sur les générations précédentes. Mais, suite à ce travail que nous avons réalisé ensemble avec l'équipe, elle a pu en tirer une analyse qui lui a permis de mettre en place un nouveau fonctionnement, un système de protection de soi, parce qu'elle était beaucoup plus alerte et vigilante à sa posture avec les garçons, c'est quelque chose qui a été travaillé. Et ainsi, elle était prête pour construire sa propre vie, sa lignée, je pense même déjà aux futures générations, en tous les cas, préparer l'avenir, préparer sa vie, sans être chargée du poids du secret. Donc, par ses attitudes, par ses symptômes, Dorine, comme beaucoup d'enfants que nous recevons, avait pu questionner l'histoire familiale. Merci pour cette écoute sur le 4 minutes.